Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la mesure d'impulsion. Avec notre ATmega 32U4, on va faire une mesure de façon automatique et manuelle de l'impulsion qu'on reçoit d'un capteur. Dans ce cas-ci, on va utiliser le sonore. Alors le plan de la présentation, dans un premier temps, on va voir le capteur HCSR04 qu'on va utiliser dans la démonstration. Ensuite, on va faire la mesure de l'impulsion qui nous retourne, donc sa mesure de distance sous la forme d'une impulsion. Au début, on va le faire de façon manuelle, avec une interruption de niveau temporel. Et ensuite, on va le faire avec une capture automatique du temps grâce à une des fonctionnalités qu'on retrouve sur notre ATmega 32U4. Alors, notre capteur HCSR04 comporte 4 signaux. Le premier, bon, VCC, le dernier, c'est Ground. Jusque-là, je pense que ça va. Puis entre les deux, on retrouve Trig et Echo. Donc, le Trig, c'est un signal qu'on va envoyer au capteur pour lui dire de démarrer une mesure. Donc, quand il reçoit l'impulsion de 10 microsecondes ou plus sur son signal Trig, il va déclencher une série d'impulsions qui va lui permettre de faire la mesure d'une distance. Donc, lui, il envoie cette série d'impulsions-là et il attend de recevoir l'écho. Donc, la sortie du transmetteur va ressembler à ça. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut monitorer, c'est ce qui sort vraiment de son transmetteur. Donc, l'impulsion, en fait, c'est 8 impulsions consécutives à 40 kHz. Puis, ce qui va nous donner en retour sur le signal écho, c'est une impulsion qui va être proportionnelle à la distance qu'il a mesurée. Donc, si on regarde l'idée de fonctionnement, on a le capteur, il envoie ses ondes, ça va frapper éventuellement un objet. Imaginons que ça en frappe un. Les ondes qui ont été transmises vont réfléchir sur l'objet et revenir vers le capteur qui se met à écouter après avoir transmis. Et une fois qu'il détecte ça, ça va lui permettre, lui, il va nous envoyer une impulsion, mais nous, à partir de cette impulsion-là, cette impulsion qui va redevenir zéro quand il reçoit la réflexion, nous, on va s'en servir pour détecter la distance. Donc, si on regarde la propagation du son, c'est environ 343 mètres par seconde. Les ondes vont devoir parcourir 2 fois la distance, donc on les transmet, ils percutent un objet, ils nous retournent le signal, donc ils doivent le parcourir 2 fois. Il va falloir, nous, naturellement, qu'on considère ça dans la mesure obtenue. Si on regarde, bon, la vitesse de propagation, justement, mais au lieu de la mettre en mètres par seconde, on va la mettre en centimètres par microseconde. Pourquoi? On va faire notre mesure en microsecondes, puis on va la convertir en centimètres pour que ça soit une mesure plus utilisable. Donc, si on convertit les 343 mètres par seconde, c'est l'équivalent de 0,0443 cm par microseconde. Si on multiplie ça par le temps que ça prend de faire la lecture, donc d'envoyer et de recevoir l'impact, donc la durée de notre pulse qu'on va mesurer, puis qu'on divise par 2 vu qu'il a parcouru dans les deux sens, ça va nous donner éventuellement une mesure qui va être en centimètres. Donc, si on prend le temps, donc ça ici, c'est une simplification. J'ai gardé les microsecondes, mais les microsecondes se sont annulées ici. Donc, les microsecondes en bas, en haut, ça va nous donner une mesure en centimètres. Donc, ici, je vais juste spécifier que c'est le temps en microsecondes qu'on va diviser par 58,3. Ça va nous donner la distance en centimètres. Donc, ici, c'est des centimètres qu'on va obtenir. Donc, par exemple, on peut voir pour que ça soit 1 centimètre, donc, si on met un objet à 1 cm, théoriquement, ça doit prendre 58,3 microsecondes pour parcourir la distance. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va aussi regarder c'est quoi les paramètres, les particularités de notre HCSR04. Donc, chacun des paramètres. Donc, au niveau de la tension d'opération, c'est 5 volts DC. Son courant d'opération, c'est 15 mA. Sa fréquence, on l'a vu tantôt, c'était 40 kHz. Donc, ça, c'est les impulsions qu'il transmet. La distance maximum qu'il est capable de détecter, c'est 400 cm, donc 4 mètres en avant de lui. La distance minimum, donc à partir de laquelle, au fond, la lecture est plus vraiment utile, c'est 2 cm. La détection d'angle, donc lui, il a une ouverture de 15 degrés devant lui. Puis sa résolution, c'est d'environ 0,3 cm. En ce qui est du signal de déclenchement, donc le trig signal, c'est une impulsion qui doit durer
au moins 10 microsecondes. On l'a vu pour ce qui est de l'impulsion qu'on va mesurer, donc sur le signal écho, ben, c'est une impulsion qui va être proportionnelle à la distance. Donc lui, à partir du moment qu'il se met à mesurer, il lève son signal, puis quand il reçoit l'écho, il le rabaisse. Puis on dit bon, que la distance, ici il y a des petites notes, donc la largeur du trig doit être au moins 10 microsecondes. Puis on nous dit aussi de ne pas faire la mesure plus rapidement qu'aux 60 millisecondes, donc pour laisser le temps aux échos de revenir, donc pour éviter justement d'avoir des mesures qui se mettraient à mesurer l'écho d'une autre mesure qui était déjà partie. Donc il faut laisser au moins 60 millisecondes entre chacune des mesures. Dans la première approche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mesure de façon manuelle. Ce qu'on va dire par manuel, c'est que on va utiliser une base de temps, un timer, qui va, donc on va utiliser son compteur interne. Donc on se souvient, le timer, quand on le déclenche, au fond, il se met à compter à l'intérieur. Puis ce compteur-là, on peut aller le lire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quand on va détecter que l'impulsion monte sur le signal écho, après avoir déclenché le trig, naturellement, on va mettre ce compteur-là à 0. Puis quand il va être détecté comme étant descendant, on va aller lire où est rendu le compteur. Puis ça va nous donner le temps, une base de temps, et nous, on pourra faire ensuite la conversion en centimètres. Bon, nous, on a un 16 MHz, puis les diviseurs sont limités. Donc, si on prend notre 16 MHz et qu'on le divise par 8, ça nous donne une mesure qui est au niveau de la précision qui va être à 0,5 microsecondes, donc 500 nanosecondes. Nous, c'est ce qu'on va utiliser. La seule différence, c'est que pour faire la conversion, au lieu de diviser par 58, on va diviser par 116. Donc, vu que notre unité de temps est 2 fois plus rapide que des microsecondes, on va juste ajuster au niveau du diviseur. Fait que le temps, le compteur qu'on va obtenir, divisé par 116, ça va nous donner directement la distance en centimètres. Ici, je configure mon timer 1, je mets le signal sur D7 pour le trig, donc en sortie. Je fais ma mesure sur l'écho sur PD0 et ce que je fais en fait, c'est que j'active sur PD0 tout changement. Donc, dès qu'il y a un changement, ça va me faire venir en interruption. Moi, je vais le savoir, là, je viens de déclencher le trig. Donc, quand je vais rentrer, c'est le début de mon impulsion. Je vais savoir que je dois remettre le compteur à 0. Puis quand je vais revenir une deuxième fois, je sais que c'est la fin de l'impulsion. Donc, j'ai ma mesure complétée. Au niveau du trig, donc ça ici, c'est ma configuration. Au niveau du trig, tout ce que je fais, c'est mettre le port D7 à 1, puis ensuite j'attends 10 microsecondes, je remets PD7 à 0, donc ça finit mon impulsion. Et au niveau de l'interruption, tout ce que j'ai à faire, c'est, premièrement, je vais mettre mon pulse, la variable pulse à 0 quand je vais envoyer mon trig. Ce qui fait en sorte que quand je vais arriver ici, je vais savoir que c'est le début de ma mesure. Donc, pulse est égal à 0. Je vais mettre pulse est égal à 1 pour ne pas retourner dedans une seconde fois. Et ensuite, je vais mettre le compteur du timer 1 à 0. Plus tard, quand je vais revenir, donc dans le deuxième événement, qui va être celui où je vais avoir le front descendant, je vais aller dire, OK, le temps que j'ai cumulé, envoie-le dans pulse, donc ça va être ma mesure, et je me mets un petit drapeau, un flag pour dire j'ai une nouvelle mesure, puis là, je pourrais faire un traitement dans le main pour l'envoyer sur une console, l'afficher sur le LCD, donc peu importe ce que j'ai envie de faire à ce moment, à ce moment-là. Pour la démonstration, ce que je décide de faire, c'est d'envoyer vers la console série l'information de la mesure. Donc, ça va nous permettre de voir facilement la conversion qu'on a obtenue en bout de ligne. Naturellement, à partir de là, on pourrait bien interpréter la mesure comme on veut pour, par exemple, détecter des obstacles. Au niveau du programme principal, donc j'initialise le port de communication à 9600 baud. J'initialise le timer 0. Donc, il est à 4 millisecondes pour l'interruption. Je compte 25 fois dedans. Je déclenche aux 100 millisecondes une nouvelle mesure. Ici, c'est comme on avait dit au niveau du timer 1 qu'on va utiliser avec la base de temps 500 nanosecondes. Mon PD7 qui est en sortie, la configuration de l'interruption int0 sur PD0 avec tous les changements. À l'intérieur du while 1,
Ce que je fais, bon, si c'est le temps de faire le rafraîchissement, donc le 100 millisecondes, je vais mettre mon indicateur pulse à 0. On se souvient, c'est ce qui me permet de détecter où ce que je suis rendu dans ma mesure quand je suis en interruption. Je génère le pulse de trig et c'est tout. Éventuellement, en interruption, je vais obtenir une nouvelle mesure. Bon, j'efface mon flag. Ensuite, je fais mon calcul, divisé par 116. On se souvient parce que là, j'étais à 500 nanosecondes au lieu d'être en microsecondes. J'envoie le message vers la console. Pour l'interruption, comme on disait, donc si je suis à 0, donc au début du processus, je me fais un pulse est égal à 1 pour ne pas revenir une seconde fois ici. La valeur n'avait pas vraiment d'importance à ce niveau-ci. Je démarre le compteur à 0. Ensuite, quand je reviens, donc à la fin de l'impulsion de mon signal de mesure, je récupère où est rendu le compteur, donc en termes de 500 nanosecondes, et j'avertis que j'ai une nouvelle mesure. Bon, ici, ça, c'est la configuration pour aux 4 millisecondes mon compteur du timer 0 et ma base de temps aux 100 millisecondes qui est ici. Donc ici, on a le résultat des mesures. Je vais vous montrer mon montage. Donc sur le montage, j'ai installé le capteur de distance, puis j'ai mis une règle ici. Ça va nous permettre de voir à quelle distance se trouve l'objet. Je vais commencer par un objet à 15 cm. Donc on peut voir là, quand je suis à la limite, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais le rapprocher à 10. Je vais m'en retourner à 11. Naturellement, j'aurais pu mettre les décimales, avoir une mesure différente ou plus précise. Ça dépend de la précision qu'on va avoir. Comme on sait, on peut obtenir 0,3 cm de précision avec le capteur. Donc à 2 cm, en bas de 2 cm, ben là, normalement, c'est un peu n'importe quoi qu'il va nous donner. D'ailleurs, là, il reçoit des échos d'échos, il n'aimait pas ça. Donc 3 puis 2, c'est correct. Mais dès qu'on dépasse, ça ne fonctionne pas. Donc, de cette façon manuelle-là, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, c'est sûr que quand je le laisse aller, ben là, au fond, il détecte mon mur là, qui doit être environ à 1 mètre. Ça a du sens un peu comme mesure. Donc, ça, c'était la méthode en utilisant bon, l'interruption pour des changements sur une broche et une base de temps, donc un timer. C'est pas nécessairement super pratique de procéder de cette façon-là, parce que ben, là, on est comme en train de monopoliser un timer de 1 et une interruption physique. Il y a une autre fonctionnalité qui existe sur notre ATmega 32U4 qui est très intéressante, c'est le Input Capture. Au niveau de l'architecture, donc on va regarder un peu le fonctionnement interne. Ici, ce que ça nous indique, c'est, bon, OK, on va commencer par le signal de déclenchement. Donc, on a un signal externe qui est l'Input Capture Pin. Donc, il y en a plusieurs, dépendamment de celle qu'on utilise. Et là, il va y avoir bon, un étage de cancellation du bruit, ensuite l'étage qui va détecter le changement d'état, qui va finalement faire un signal qui, lui, si on le suit, va provoquer l'écriture dans un registre 16 bits d'un compteur d'un des, ça dépend des timers. Là, dans ce cas-ci, nous, on va utiliser le timer 3. Donc, dans ce cas-ci, il va prendre la valeur du compteur timer 3 puis l'envoyer automatiquement en mémoire dans le registre ICR que nous, on aura spécifié. Donc, celui du timer 3 dans ce cas-ci. Donc, ça nous fait cette information-là. Mais il fait ça de façon automatique. Donc, il va l'écrire dedans. Bon, nous, il va falloir faire une petite manœuvre parce que il va le faire sur le front montant et sur le front descendant. Donc, il va le faire au début de l'impulsion. Donc, on va récupérer où est le compteur parce que le compteur 3, il peut faire d'autres choses pendant ce temps-là. On n'est pas obligé de le monopoliser pour la mesure. Tantôt, la particularité, c'est qu'on prenait le timer 1 puis on remettait le compteur à 0. Mais si on se sert de timer 1 pour d'autres choses, comme par exemple des PWM, mais là, ça vient tout mélanger nos affaires. Là, on vient changer un peu la phase de temps en temps. Donc, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Dans ce cas-ci, ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait aucune modification au timer 3. Il fait juste copier sa valeur du compteur puis la mettre dans une mémoire. Bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur quand le front va monter et quand le front va descendre, on va prendre l'autre valeur puis on va les soustraire pour détecter ça fait combien de temps entre les deux. Ça va nous donner la mesure aussi précise que précédemment, sinon plus, parce que ça va se faire rapidement. Il n'y a même pas la mise en contexte du vecteur d'interruption. Ça va être encore plus instantané. Bon,
Pour la différence, honnêtement, là, les 3-4 ticks, ça ne fera aucune différence. On va avoir la même précision de mesure que précédemment. Mais c'est juste le fait que ça se fait automatiquement qui est intéressant. Parce qu'il va faire la copie dans le registre avant même de lancer le vecteur d'interruption. Au niveau des registres, donc c'est des bits qu'on avait déjà vus dans la configuration du timer 1, par exemple. Mais là, ici, on est dans la version du 3 parce que c'est celui-là qu'on va utiliser pour la démonstration. Bon, il y a deux bits qui nous intéressent. Le bit 7, c'est Input Capture Noise Canceller. Donc, c'est un bit, si on l'utilise, il va filtrer un peu le bruit à l'entrée de notre patte. Et finalement, il y a le Input Capture Edge Select qui va sélectionner quel type de changement va être associé avec cette broche-là. Donc, si on met 0, ça va être un falling, donc un passage de haut à bas qui va être le trigger. Si on met un 1, ça va être un rising edge qui va déclencher l'événement. Donc, au départ, on va le mettre à 1 parce qu'on va vouloir réagir sur le front montant. Ensuite, on va le mettre à 0, cette configuration-là, pour finalement réagir quand c'est le moment où il va redescendre pour la fin de notre impulsion. Et finalement, on peut aussi, faire ça, ça va se faire automatiquement. Nous, on va déclencher l'interruption pour être informé que c'est arrivé. Donc, c'est sûr qu'on pourrait monitorer l'état, mais dans notre cas, à nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher l'interruption pour aller récupérer cette information-là, parce qu'on va le faire deux fois, on l'a dit. Sur le front montant, on va déclencher l'événement. Sur le front descendant, on va le redéclencher encore. Donc, il faut conserver les deux valeurs qui sont mises parce que, naturellement, sur le deuxième événement, il va aller encore écrire dans le même registre ICR3. Puis là, notre problème, c'est qu'on va perdre la mesure précédente. Il va falloir conserver cette mesure-là. Je vais vous montrer le code qu'on va utiliser. Donc, c'est tout. Pour les bits de configuration, c'est pas plus compliqué que ça. Naturellement, pour le reste, c'est comme d'habitude pour le timer 3. Dans notre cas à nous, on va le diviser par 8 au niveau du prescaler pour avoir, comme tantôt, 500 nanosecondes au niveau du tick, du compteur. Puis on va encore diviser le résultat par 116 parce qu'on est en 0.5 microsecondes de résolution. Alors, pour la configuration de l'écho, dans ce cas-ci, on va aller faire la mesure sur PC7. Comme d'habitude, les fonctionnalités particulières comme ça ne sont pas sur toutes les broches. Et celle-ci, celle qu'on va utiliser, est sur PC7. Donc, on va activer sur le Rising Edge avec 500 nanosecondes et on démasque l'interruption. C'est tout. C'est tout ce qu'on avait à faire. Au niveau de l'impulsion, c'est le même code que précédemment. Donc, quand on va vouloir faire la mesure, on va lever PD7, le garder 10 microsecondes et le ramener à 0. Pour le traitement de l'interruption, là, au fond, on va utiliser la configuration. Donc, si on est en ce moment en Rising Edge, donc on va tester notre configuration actuelle. Si l'événement a été déclenché et qu'on était en Rising Edge, on va commencer par récupérer le Distance Pulse On. Donc, au fond, c'est le début de l'impulsion dont l'information se trouve, puis ça, c'est pas important ce qui est rendu, donc dans ICR3. Donc, ça, c'était la valeur du compteur. Donc, on n'oublie pas, le compteur, lui, il monte de façon linéaire. Fait qu'on le prenne au début à 0 ou qu'on le prenne à 10, ça change absolument rien parce que ce qui nous intéresse, c'est la distance entre les deux. Donc, quand on va monter et quand on va redescendre. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de soustraire la différence, puis ça va nous donner la distance de toute façon. Donc ici, j'ai la distance pour le début du pulse que je récupère. Et je dis, là maintenant, tu vas réagir sur un front descendant pour la fin de l'impulsion de ma mesure. La seconde fois, je reviens, mais c'est parce que la fin de l'impulsion a été détectée. Et puis là, je dis, OK, la distance, donc la largeur que je viens de mesurer, c'est égal à la valeur que je viens d'avoir au niveau de ICR3 et la distance que j'avais précédemment. Donc là, il fait la mesure entre les deux. Ensuite, on remet pour réagir au prochain front montant, donc lors de la prochaine mesure, et on signale qu'on a une nouvelle mesure de disponible. Dans le programme principal, ça va être la même chose. On va envoyer l'information sur le port série pour regarder cette information-là. Donc, je viens d'intégrer cette petite partie de code-là, puis ça nous prend nos deux variables. Donc, le distance pulse on, donc au début de l'impulsion, puis la largeur du pulse, celui qu'on va déduire par la différence entre les deux. Et finalement, au niveau
nouvelle mesure. Ici, on va utiliser distance plus width ici comme information pour la mesure qu'on a obtenue. Donc ça, on peut le laisser. Le ISR précédent, c'est pas nécessaire. Donc au niveau de la configuration, je garde l'information. Donc bon, le timer 1, on n'en a plus besoin. Puis l'écho sur le PD0, on s'en sert plus. Ce qu'on sert, c'est PC7. Naturellement, on n'a rien à faire à PC7. Sur le montage, j'ai juste à changer de broche, ce que je fais à l'instant. J'envoie mon nouveau code. Donc, comme tantôt, là, j'étais à 8 cm. Là, si je déplace, je m'en vais à 9, 10. On voit, là, la mesure, elle est toujours aussi précise que précédemment. Ça n'a vraiment rien changé au niveau de notre précision. On a toujours une aussi bonne mesure. Donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter l'oscilloscope pour qu'on puisse regarder le signal de déclenchement puis la mesure qu'on obtient. Donc à l'oscilloscope, je vous ai mis ici, on peut voir l'impulsion de déclenchement. Donc ça, c'est notre petit pulse de 10 microsecondes. Et on a l'impulsion ici de la mesure qui va varier. Directement, on va voir en fonction de la distance. Donc si je rapproche, l'impulsion diminue. Là, comme on disait, en bas de 2 cm, ben, des fois, ça perd un peu de sa... On peut le voir, là, il se met plus long même si je rapproche. Donc, ça, c'est bon. Puis, ça continue. Donc, là, ici, je suis au maximum, je sors de l'écran. Je pourrais le rapetisser un peu. Puis là, on va voir. Donc, là, ici, j'étais à 15. Puis, si je continue à m'éloigner, là, ça continue. Bah, si je l'enlève, je m'en vais jusqu'au mur. La durée de l'impulsion, on pourrait la mesurer aussi, juste pour voir. Donc ici, on peut voir la durée de l'impulsion qui varie, puis en bas, ben, on a la mesure aussi correspondante. Donc si j'arrive à 10 cm, ici on a notre 580 microsecondes. Donc si on se rappelle, si on divisait par 58, ça nous aurait donné justement 10 cm. Okay, 580 microsecondes divisé par 10. Donc on voit ici un petit peu le lien avec ce qu'on avait calculé tantôt. Donc, au niveau du code, juste pour vous rappeler, au fond, on a nous autres notre signal ici qui est observé, puis éventuellement, il déclenche la première interruption ici sur le front montant. Là, il va conserver où est rendu le timer. Le timer, on ne sait pas où il est rendu. Imaginons qu'il est rendu à 10. Donc là, ici, notre largeur d'impulsion, c'est 450, donc ça va durer 900. Fait que le menton ici est à 9, il est à 10, comme on a dit. On change le front de détection. Quand on revient, et naturellement dans ICR3, il y a encore la nouvelle valeur du compteur. Et cette fois-ci, la nouvelle valeur, ça devrait être autour de 910. Donc nous, on le divise par 116, ce qui nous donne notre valeur. Dans ce cas-ci, à peu près 8 cm. C'est déjà terminé, c'était pas plus compliqué que ça, la mesure d'impulsion. Je vous ai montré deux façons de le faire. Donc, d'abord, on a vu dans cette vidéo-là le capteur HCSR04 qui va être utilisé pour la détection d'obstacles de notre robot, mais qui peut être dans différentes applications. Donc, nous, on a choisi celui-là parce qu'on va l'utiliser. Ensuite, on a vu la mesure d'impulsion par interruption dans un premier temps de façon un peu manuelle, donc avec la détection automatique des changements sur une broche quelconque qui est équipée de ce genre de détection-là, et avec un compteur en mémoire. Et ensuite, on a utilisé la mesure automatique avec le Input Capture. C'est donc tout. À bientôt dans une prochaine vidéo.